Alors, bonjour et bienvenue. Donc, si vous êtes là pour voir la conférence qui s'affiche juste derrière moi, vous êtes au bon endroit. Sinon, j'espère que vous passerez un bon moment. Alors, on va commencer. Plus fort. Très bien. Alors, donc, on va commencer par. Je vais commencer par remercier nos sponsors qui nous ont permis d'avoir ces deux jours d'événements. Et tout de suite, qui je suis. Alors, moi, c'est Guillaume Audefray, je suis coach Lean et Agile chez UIRIS, qui est l'entité informatique du groupement U. Donc, vous connaissez sûrement si jamais vous allez dans un de leurs magasins, donc chez Hyper U, Super U, Express ou Utile. Le groupement a été créé déjà, en fait, c'est un groupement de magasins qui se sont rassemblés sous forme de coopérative. Donc a été créé en 1894 et qui est composé finalement sur la partie interne, donc support au magasin, de 3 parties. U-enseigne, donc qui est finalement les achats de produits, la production aussi des marques distributeurs, le marketing, UIRIS, donc la partie informatique, et ULOG, la partie logistique. UIRIS, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est 500, un peu plus maintenant, la slide n'est plus à jour, 550 à Carquefou pour gérer finalement le matériel informatique à la fois des entités internes et de tous les magasins. Et ça fait 2 ans qu'on s'est lancé dans une transformation technologique, à savoir passer plutôt sur des technologies type AS400 vers des technologies un peu plus modernes, donc du Google Cloud Platform, du Kafka, construire de l'API, du microservice. Et si jamais vous êtes intéressé, on recrute notamment des talents. Est-ce que vous connaissez Juicero? Non, ça ne vous parle pas? Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui a été créée en 2013, une start-up dans la Silicon Valley, qui avait pour but d'être l'équivalent de Nespresso dans la production finalement dans la consommation de jus de fruits et légumes à domicile. Donc vous avez à gauche des poches de fruits et légumes, de jus de fruits et légumes, et au milieu, la grosse machine là, c'est une presse. Donc ça extrait finalement le jus des poches. Ils étaient soutenus notamment par Google Ventures. Et donc, ils ont commencé à vendre les grosses machines là, en 2016 à $700. Je vois que ça surprend déjà certains. Le problème, effectivement, à $700, vous dites, mais en fait, c'est peut-être un peu élevé. Effectivement, donc ils avaient une bonne idée, hein, mais ça ne fait pas tout. 700, donc, ils ont fait ça un an après, donc on était en 2016, $700. Un an après, ils sont passés à $400. Un an après, ils ont fermé. Alors, il y a entre autres une des principales raisons, c'est que en fait, finalement, la poche, on pouvait extraire le jus à la main. Il suffisait d'appuyer très fort. Et ça marchait aussi bien qu'une presse à $700. Donc, on peut se demander un peu pourquoi cet échec. Mais en fait, finalement, à votre avis, qu'est-ce qui a fait justement qu'on a complètement raté? On n'a pas pris les besoins clients. Ouais. Je vais répéter ce que vous dites. Quelqu'un d'autre? Le prix, ouais. Pas d'autres idées? Des alternatives qui sont acceptables? Oui, il y a des alternatives acceptables aussi. Ouais, acheter, exactement. Ben oui, en fait, en réalité, ils ont voulu résoudre un problème qui n'en était pas vraiment un. Finalement, donc ils ont mis une presse à $700 qu'ils ont essayé de baisser, mais ils auraient pu baisser en fait de nombreuses fois. Effectivement, on peut acheter des jus de fruits au même prix, voire moins cher. Pardon, les poches étaient entre 7 et $12, donc en fait, on a l'équivalent en bouteille. Et en fait, la valeur perçue de la presse d'un point de vue client, finalement, c'était une valeur de 0. Donc, ils ont oublié de mesurer la valeur. Mais avant qu'on parle de, finalement, la mesure à proprement parler, on va peut-être essayer de définir ce qu'est la valeur. C'est un peu ça, je pense que la définition de la valeur, vous avez dû l'entendre plusieurs fois.
Alors, si on regarde dans l'agilité et le lean, donc on a le premier principe du manifeste agile. Donc, notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des logiciels à grande valeur ajoutée. OK. Et si on regarde du lean, l'objectif du lean est de fournir une valeur maximale au client dans le délai le plus court possible tout en offrant la meilleure qualité possible. J'ai remis une House of Lean, la maison du lean. Bon, c'est ma version. Hein. Après, chacun a des versions assez similaires. Moi, ce que je trouve important, effectivement, c'est de satisfaire complètement le client. Donc, dans les deux cas, on commence à pour la définition, en fait, on a un peu le concept finalement de satisfaction client. On commence à avoir un premier lien entre satisfaction client et valeur. Mais on peut continuer à se poser la question. Si on regarde dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est la valeur? Donc, chez Larousse, on a ce que vaut un objet susceptible d'être échangé, vendu, et en particulier son prix en argent, c'est-à-dire un qui a doublé sa valeur. Donc là, on a une notion un peu plus de prix. Voilà. Mais pas que, en fait. Ils disent en particulier son prix en argent. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas que ça. Et une autre citation que j'aime bien, tirée d'un livre d'un collègue qui est dans cette salle qui me l'a prêté. Donc, nous utilisons deux critères fondamentaux pour déterminer la valeur d'une chose, son utilité et l'agrément qu'elle procure. Un objet peut avoir de la valeur parce qu'il est utile ou parce qu'il est agréable. Donc là, finalement, donc ça, c'est tiré de livre « Créer de la valeur ou disparaître » que je vous conseille, ça reste dans le thème, écrit par Antoine-Henri de Frahan. Finalement, là, ce que je retiens, c'est que, donc là, lui, il parle d'utilité, quelque chose qui est agréable. Effectivement, si jamais je vous présente un téléphone et que je ne vous dis pas le prix de ce téléphone, c'est fort probable qu'entre deux personnes, finalement, on ait des prix différents. Est-ce que la personne, elle trouve que l'élément est beau, peut-être le téléphone, il y en a un qui va aimer le design et l'autre non. Donc, on ne va peut-être pas mettre le même prix. En fait, on ne va pas percevoir la même valeur. Ce que je retiens de ça, moi, en fait, c'est que la valeur est subjective. Et donc, on a un peu chaque acheteur, chaque client, qui va définir la valeur d'un service ou d'un produit. Donc, maintenant qu'on sait à peu près ce que c'est, on peut se poser la question, donc, pour éviter l'échec d'avant, comment on la mesure? Donc déjà, pourquoi mesurer? Finalement, on mesure parce qu'on veut savoir où on va. Si jamais vous voulez gérer votre budget ou si jamais vous voulez maigrir, ben vous commencez par regarder, dans le premier cas, votre compte en banque pour savoir où il en est. Et dans le deuxième cas, vous montez sur la balance pour regarder quel est le poids affiché. Et ensuite, après, ben, vous pourrez choisir et faire des actions finalement pour choisir dans quel, par rapport aux actions qu'on va faire finalement, quelles sont un peu les hypothèses de résultats qu'on espère obtenir. Par exemple, si jamais on boit plein de bière, on se dit bah, je vais boire moins de bière et j'espère que je vais perdre 2 ou 3 kilos en faisant ça. Et donc, c'est effectivement la première étape. Finalement, comment mesurer? Bah, on commence par créer des hypothèses. Donc, en fait, on pose des hypothèses pour se libérer de ses croyances. Hein, parce que si jamais on ne fait pas ça, finalement, on ne va pas challenger nos certitudes. Donc, c'est en faisant, en fait, on va rester dans ses propres croyances. Et donc, c'est en émettant une hypothèse, donc qui va être des fois vraie ou fausse, mais au moins, on pourra se confronter une fois qu'on aura eu le résultat, qu'on aura validé ou invalidé l'hypothèse, on aura eu une comparaison entre son avant et son après. Donc ça, c'est la première étape finalement pour pouvoir, donc c'est la mesure initiale, l'hypothèse, et comment on peut faire pour vérifier rapidement ces hypothèses. Donc là, on va faire une première vérification qu'on part bien dans la bonne direction. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire, alors je vais vous en proposer deux manières de faire, c'est d'aller rapidement sur le terrain dans les deux cas. Donc on va commencer par la voix du client, enfin soit celle-là, soit l'autre qu'on va voir juste après. Finalement, là, c'est pour récolter des verbatims qualitatifs. Qu'est-ce que c'est la voix du client? C'est aller faire des interviews après une livraison ou après qu'un client ait reçu et utilisé un service. Vous allez le voir, vous lui dites, voilà, j'aimerais bien améliorer ma manière de faire, donc est-ce que je peux t'interviewer pendant 15 minutes à propos de tel service que tu viens d'utiliser?
Donc, on commence par ça. Après, la personne dit oui ou non. Bon, s'il dit non, on va en chercher un autre, mais vous avez compris le principe. Donc, on va l'interviewer et lui demander, par rapport au service qu'on t'a rendu ou au produit que tu vas utiliser, la fonctionnalité, donc on va chercher vraiment des choses factuelles, est-ce que finalement, on a bien répondu à toute ta demande? Donc là, le client, il va répondre. Si jamais il vous dit oui, tant mieux. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de sujet sur la première partie, donc le quoi. Si jamais il vous dit non, vous pouvez lui enchaîner et lui demander qu'est-ce qui t'a manqué, finalement, pour creuser un peu l'idéal. Donc, on va faire ça finalement à chaque étape. Après, on va passer au quand je veux. Par exemple, quand je veux, ça va être est-ce que les délais, on vous a livré la fonctionnalité en 3 semaines. Ça, c'est les faits. Est-ce que finalement, est-ce que ça vous convient? Oui, bon, on ne creuse pas plus. Non, bon, c'est quoi pour vous le bon délai de livraison? Celui-là, il est assez dur à obtenir quand on fait des voix du client en interne dans une même entreprise, parce que les gens, en tout cas moi, les gens avec qui je l'ai fait sont bienveillants et ils disent mais j'ai pas envie de, t'es dans une autre équipe, j'ai pas envie vraiment de te mettre encore plus la pression. Je sais que tu fais de ton mieux, mais c'est pas grave. Dites-lui, en fait, moi, ça me permet de savoir sur quoi je dois m'améliorer. Donc, est-ce que tu peux quand même me dire quel était pour toi le délai idéal? Donc là, si par exemple on avait 3 semaines, il dit 2 semaines, voilà, j'ai de la matière, je sais qu'en fait j'ai une semaine à rogner sur mon temps de livraison. Où je veux, on est sur de la localisation. Par exemple, si on prend quelque chose qui devrait vous parler, de la livraison de repas à domicile. Si, par exemple, vous commandez quelque chose, vous êtes dans votre appartement, c'est plus simple que pour une maison, mon exemple. Et donc, vous demandez, voilà, j'aimerais bien être livré. Et donc, vous appelez quelqu'un que vous venez de livrer parce que vous êtes la personne qui fait la livraison. Vous l'avez livré au pied de l'immeuble. En fait, la personne, elle vous dit, en fait, c'était pas ça que j'attendais. Moi, j'attendais au pied de mon appartement. Du coup, la prochaine fois, je sais que je vais devoir changer les choses pour faire en sorte, pour prendre en compte cette demande. Après, on a la fiabilité. Là, c'est plutôt de la qualité, finalement. Est-ce que ce que j'ai livré avait des défauts qui ont été perçus par le client? Et enfin, limiter mon intervention. On est dans le comment, on est dans la simplicité. Finalement, comment on rend les choses plus simples, c'est-à-dire comment, par exemple, la personne dit j'ai mis 7 clics à faire ça, en fait, j'aurais bien aimé le faire en 2 ou 3, que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Donc, à chaque fois, vous l'aurez compris, on va essayer de chercher un idéal, on va factualiser quelque chose qu'on peut atteindre, qu'on va chercher à atteindre. Ensuite, quand on a fait l'interview, donc on a le client sous la main, autant lui demander finalement une première mesure de satisfaction. On va lui dire, alors moi j'aime bien le faire sous forme de NPS, donc Net Promoter Score, qu'on va voir juste après. Donc on va lui demander, par rapport à l'ensemble de notre échange, sur une note de 0 à 10, sachant que 0 à 6, tu n'es pas satisfait, vous n'êtes pas satisfait de la prestation, 7 et 8, vous êtes normalement satisfait, et 9 et 10, très satisfait, et prêt à nous recommander, quelle note vous nous metteriez? Donc ça permet d'avoir une première mesure. Et si la personne n'a pas mis 10, là, vous allez pouvoir lui demander qu'est-ce qui manque pour avoir 10. Généralement, si vous avez eu des retours sur l'idéal, elle va faire un peu un récap de ce qu'elle avait demandé dans l'idéal. Mais au moins, ça permet de confirmer que c'est bien les bonnes choses. Et des fois, vous pourrez avoir des nouvelles idées qui vont sortir et la personne va dire, et ça vous permet aussi de commencer à les prioriser, de dire sur lequel de ces idéaux, finalement, je dois travailler en premier. Donc ça, c'est une première manière de vérifier les hypothèses de manière assez rapide. Si jamais, en fait, des fois, ce qui vous arrive, c'est que le moins de cette méthode, c'est qu'on demande finalement, je sais pas, des fois, il y a des choses où tout se passe bien, on ne trouve rien à progresser avec le client en question. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres clients, donc il faut recommencer finalement la démarche de trouver quelqu'un à interviewer. Donc, je vous parlais du NPS. Donc, en fait, là, le NPS, donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, de 0 à 6, vous avez ce qu'on appelle les détracteurs. 7 et 8, c'est les neutres. Et 9 et 10, c'est les promoteurs. Ça sert à quoi, en fait? Ça sert à savoir, finalement, est-ce que les gens soutiennent finalement ce qu'on fait, soutiennent notre produit. Donc, ça va de moins 100 à 100. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire la somme des promoteurs moins la somme des détracteurs, donc les verts moins les rouges, divisé par le total de personnes, c'est-à-dire si on rajoute les deux, là, le nombre de personnes interviewées fois 100. Donc si on n'a que des promoteurs,
On aurait par exemple 10 promoteurs, ça ferait 10 sur 10, ça ferait 1 fois 100, ça nous fait bien 100. Si jamais ça, comment dire, on peut avoir une version simplifiée et juste demander une note sur 10, ça marche aussi. Si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise de récolter cet indicateur, c'est tout à fait possible. Donc ça nous permet d'avoir un peu l'histoire de la balance, la première mesure, une première mesure de satisfaction de nos clients. Donc, quelle autre, je vous parlais d'une autre manière de faire pour valider ces hypothèses. C'est quoi? Ce sont les questionnaires. Donc, papier, hein, mais forcément, maintenant, on pense plutôt aux questionnaires numériques, type Typeform, Google Form, tous les forms qui permettent d'aller très vite et de valider finalement ces hypothèses auprès de plein de personnes. Finalement, c'est un peu, vous les recevez régulièrement, hein, quand vous avez utilisé un service, on vous demande souvent qu'est-ce que vous avez pensé du service que vous venez d'utiliser. Et d'ailleurs, ils combinent très souvent ça avec est-ce que vous seriez prêt à nous recommander? Et donc, tac, en fait, là, il vous demande si vous êtes un 9 ou un 10. À chaque fois que vous allez dans ces questionnaires, cette petite phrase. Ça, du coup, ça a l'avantage d'être quantitatif. Là, on peut l'envoyer, c'est facile, ça ne coûte pas cher, on l'envoie à plein de personnes. Par contre, le moins, c'est que si jamais on l'envoie régulièrement aux mêmes personnes, c'est un peu souvent les mêmes qui répondent, soit les extrêmes. Donc, soit les extrêmement positifs, soit les extrêmement négatifs. Donc, il faut faire aussi attention à ce biais-là si jamais on l'envoie régulièrement. Et aussi, il faut savoir bien formuler ces questions. On veut éviter les effets référendum. Par exemple, si on pense à la question sur l'indépendance dans l'Algérie, ce n'était pas très clair. Pardon, est-ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que maintenant, même si vous faites des cellules, du texte champ libre, de plus en plus, on a des outils qui permettent de faire des analyses sémantiques ou alors même de sentiments, même maintenant. Donc, en fait, on peut automatiser les retours utilisateurs, même quand ils sont finalement en champ texte libre. Donc, maintenant qu'on a vu comment, donc on avait posé son hypothèse, on les a vérifiés rapidement, on a plein de verbatim, par lequel on commence. Et finalement, comment on priorise? Donc, prioriser, c'est quoi, hein? C'est simplement classer les éléments les uns par rapport aux autres pour savoir sur quoi commencer. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose en premier l'étoile du Nord, ou North Star, si jamais vous voulez chercher. Donc, c'est un peu l'étoile polaire, c'est l'indicateur ultime qu'on va utiliser. Ça va être un indicateur long terme. Donc, on va se dire entre 1 et 5 ans. Voilà, c'est quoi l'indicateur qui va nous driver, celui sur lequel on va essayer de suivre régulièrement pour voir si mois après mois, on tend vers notre but. Par exemple, chez Spotify, ça va être le temps d'écoute, le temps passé à écouter. Airbnb, le nombre de nuitées réservées. Et chez Facebook, ça va être le nombre d'utilisateurs uniques par mois. Donc ça, c'est à long terme. Okay, et donc à moyen terme, on a le One Metric That Matters. Donc comment on pourrait le traduire, la métrique la plus importante. Donc, qui finalement, elle, est faite pour avoir une croissance rapide sur un indicateur, rapide pendant 2 à 6 mois. En gros, on se dit, ça, c'est l'indicateur qu'on a envie de faire évoluer sur les prochains 2 à 6 mois. Donc, un peu, si on prend dans du safe, finalement, ça va être, on pourrait se dire, quel est l'indicateur qu'on veut influencer sur le prochain PI ou les 2 prochains PI. Quel est l'indicateur qu'on veut faire bouger vraiment? Et donc, c'est-à-dire, quand je dis bouger vraiment, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on va faire, normalement, sont censées faire bouger cet indicateur. On va chercher à aller dans le sens de cet indicateur. Et si jamais ça ne le fait pas bouger, on ne le fait pas. Une fois qu'on a atteint un peu la deadline de 2 à 6 mois, normalement, on va en créer un autre. En fait, on va peut-être changer de mesure. Par exemple, si on se dit pour Airbnb, ça va être, on se dit par exemple, ça North Star, hein, vous vous souvenez, c'était le nombre de nuitées réservées. Et ça pourrait être le taux de conversion que finalement, entre le moment où quelqu'un vient faire une recherche sur leur site et le moment où il achète la nuitée, peut-être qu'ils étaient à 10% et ils aimeraient bien passer à 15%. Donc, ils vont faire en sorte de mettre tous leurs efforts pour augmenter le chiffre à ce niveau-là. Alors, si on essaie d'aller de manière encore plus concrète au quotidien, finalement, comment on choisirait
entre deux priorités. Voilà, le plus simple, c'est les points de valeur. Vous allez prendre tous les éléments de votre backlog, voilà, votre liste de choses à faire, votre liste de besoins, et vous allez commencer par en regarder un. Vous allez le mettre, idéalement, moi je vous propose de l'afficher, que ce soit avec des post-it ou sur un tableau blanc numérique, type Miro, Mural, Klaxoon. J'essaie de faire comme à la télé, il faut en citer 3 au moins. Donc, une fois que vous aurez positionné ce premier élément, vous allez en prendre un deuxième et vous allez dire, est-ce que celui-là, il est plus ou moins important que le premier que j'ai pris? S'il est plus important, vous allez le mettre au-dessus. C'est pour ça que je vous parlais que c'est important de les visualiser physiquement. Au-dessus, et s'il est moins important, vous allez le mettre en dessous. Et en fait, après, vous allez faire ça avec chaque élément de votre backlog. Pour les classer, en fait, à la fin, vous aurez une liste ordonnée. Donc, vous aurez finalement un bon backlog pour les agilistes. C'est parce que vous aurez bien un backlog avec des éléments qui sont ordonnés dedans. Ce que vous pouvez faire, donc on parlait de points, en fait, c'est que moi, ce que je vous propose, c'est 2 manières de faire pour mettre des points. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir comparer rapidement ensuite les éléments entre eux, parce qu'on ne va pas s'amuser à relire, savoir qui était où dans la liste. C'est sur le premier élément, on lui met 100, le dernier, on lui met 1, et ensuite, on ventile en mettant des points sur chacun de ces éléments de son backlog. Ou une autre manière de faire, ce serait d'utiliser la suite de Fibonacci et de dire, par exemple, les 10 premiers, on veut leur mettre 21, et ensuite, les suivants, on leur met 13, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à 1. Et dans ce cas-là, finalement, on va se dire, ouais, ok, c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu simple. Parce que là, si on a, que ce soit sur la liste de 1 à 100, ou en utilisant Fibonacci, on risque d'avoir plusieurs éléments avec la même note, ou avec des notes vraiment très similaires. Donc ça serait parce qu'on est en monocritère. Donc si on veut aller plus loin, on a le multicritère, WSJF, donc le Weighted Shortest Job First, qui vient de SAFe. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand je vous dis multicritère, vous voyez, on retrouve la valeur business, qu'on venait de voir juste avant. Et après, on a 2 autres critères. Donc, WSJF, qu'est-ce que c'est? C'est le coût du délai, c'est-à-dire le coût à ne pas faire, divisé par la durée de l'effort ou la taille de l'effort. Donc, en premier, on va diviser en 3 le coût du délai. Donc, en valeur business utilisateur, donc c'est celle qu'on vient de voir avant. Est-ce que finalement, ce que je fais rapporte du business à mes utilisateurs ou mes clients? Est-ce que ça va me rapporter de l'argent? C'est voilà, un peu une valeur métier généralement derrière ce critère-là. Ensuite, la criticité temporelle. Par exemple, est-ce qu'on a une date butoir? Par exemple, une loi qui nous oblige à faire quelque chose à telle date, ou un salon, donc on va absolument livrer un élément à une date précise. Ou alors, rentre là-dedans aussi la notion de dépendance. Est-ce qu'on a 2 éléments qui sont dépendants? Est-ce qu'on a un qu'on doit faire avant l'autre? Si c'est le cas, celui qu'on doit faire en premier aura forcément une criticité temporelle plus élevée que l'autre. Et après, on a la réduction des risques et création d'opportunités. Sur la partie risque, on peut penser notamment au RGPD, donc quelque chose qui permettrait d'être conforme, par exemple, avec le RGPD. Ça ne va peut-être pas apporter de valeur au client, sauf certains clients qui sont très à cheval sur les normes. Mais en tout cas, ça nous évite des pénalités. Pareil sur la sécurité. Ça n'apporte pas forcément de valeur au client, mais ça nous évite de perdre toutes nos données ou de subir une attaque informatique. Et la partie création d'opportunités, donc, c'est est-ce que quand je fais ça, ça me permet de débloquer autre chose pour plus tard? Finalement, ça me permettra de faire autre chose après et donc d'avoir d'autres opportunités. Ça m'ouvre d'autres possibles. Donc, ce que vous allez faire là, c'est classer, comme ce que je vous ai expliqué sur la slide précédente, chaque élément sur la valeur business, puis vous allez classer chaque élément sur la criticité temporelle, puis sur la réduction des risques. Il faut bien les faire de manière un peu plus séquentielle, parce qu'en fait, à chaque fois, on parle de comparaison. Le but, là, c'est de comparer les éléments entre eux et de leur mettre des valeurs. Et ensuite, une fois que vous aurez mis des valeurs sur les 3 critères, sur tous vos éléments que vous voulez classer, vous pouvez vous contenter sur les éléments que vous voulez faire, par exemple, pour la prochaine release. Vous n'êtes pas obligé de partir sur tout votre backlog. Ça, c'est long à faire la première fois qu'on le fait. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux y aller de manière, là, finalement, par itération. Donc, on va se dire, OK, sur la prochaine release, quels sont les éléments que j'ai envie de prioriser.
on va venir sommer tout ça. Et ensuite, on va demander finalement à son équipe, aux gens qui vont réaliser ces éléments-là, de les estimer. Donc là, en fait, avec les story points ou des points de complexité, points d'effort, ce que vous voulez, tant que ça vous permet d'avoir un chiffre et qui vous permet de faire donc, la division, donc le coût du délai divisé par la durée de l'effort. Sachant que si jamais vous avez besoin, vous pouvez vous dire, j'ai besoin de rajouter un critère supplémentaire. Si, par exemple, pour vous, votre business, c'est important la partie environnementale, vous pourriez rajouter un critère supplémentaire sur cette partie-là. Ça vous permettra donc d'avoir, quand vous aurez classé en fait tous vos éléments, vous pourrez avoir finalement un peu une matrice avec tout ce qui est le plus important. Ça va être tout ce qui est le plus de points, hein, parce que si on divise par l'effort, finalement, c'est quelque chose qui a beaucoup d'efforts. Ça va faire que le résultat de la division va être plutôt faible. Donc, si jamais on a quelque chose qui a peu d'efforts et beaucoup de valeur, voilà, ça va se retrouver plutôt en bas à droite dans ce tableau. Donc, c'est le truc qu'on veut commencer tout de suite. Ensuite, il va venir la partie en haut à droite et en bas à gauche, sachant que là, ça sera plutôt à vous de choisir finalement. Vous allez devoir un peu plus choisir, vous dire est-ce que je fais quelque chose qui a haute valeur ajoutée mais beaucoup d'efforts, ou est-ce que je fais quelque chose qui a peu de valeur et peu d'efforts. Peut-être des fois, il va falloir combiner un peu les deux, parce qu'on ne peut pas faire que des grosses briques. Comment on appelait ça hier? C'était dans le quiz de l'agilité, la théorie du pot des cailloux, je ne me souviens plus. J'ai perdu sur cette question du coup. Mais bon, dans l'idée, c'est d'essayer de combiner peut-être des éléments un peu gros et des éléments plus petits qui pareil, apportent beaucoup d'efforts et un peu moins d'efforts. Donc ça, c'était pour le WSJF, pour la priorisation. Et du côté du numérique, il y a un peu une baguette magique, c'est les analytics. Donc là, on va mesurer, finalement, on va traquer le comportement de nos utilisateurs. On pourra avoir, par exemple, le taux de conversion, le taux de rétention, le nombre de clients uniques. Qu'est-ce que je peux vous dire? La durée de navigation également. En fait, plein d'indicateurs qu'on va mettre en place sur ces sites web, sur ces applications, pour avoir de l'apprentissage finalement en continu. Je pourrais vous citer par exemple Google Analytics, qui est le plus connu, ou après on a aussi Matomo et Wizjet. Donc ça, c'est une manière de faire dans l'analytics, sachant qu'il faut bien penser à, si jamais on modifie son application, il faut bien penser à mettre à jour aussi ces indicateurs. Il faut bien leur trouver quand même un défaut. Alors ça, c'est on a vu là, donc comment on va prioriser à un instant T. Okay, mais en fait, on ne le fait pas qu'une fois. On ne se dit pas, je priorise, et puis après, plus rien ne change. Sinon, ça s'appelle un cycle en V. Donc, comment on priorise dans le temps? Donc, pour ça, on va devoir finalement piloter avec tous les indicateurs qu'on a construits. En fait, c'est des outils d'aide à la décision. Donc, on va se retrouver un peu comme un pilote dans son avion avec tous ces indicateurs un peu de partout. Tout ça, ça va permettre finalement de prendre la bonne décision, en tout cas la décision la plus éclairée. C'est ce qu'on va chercher à faire notamment en ayant des bonnes manières de le représenter. Et finalement, quelle va être une fois qu'on a défini un peu son cockpit, finalement, comment on sait qu'on va dans la bonne direction? La première manière de le savoir, c'est la livraison. Hein. Une fois que on a construit quelque chose, si on le livre et qu'on le met finalement dans les mains de ses utilisateurs, c'est là où on aura terminé sa boucle, hein, entre le moment où on aura posé ses hypothèses et le moment où les utilisateurs se sont servis de ce qu'on a produit. Finalement, normalement, on peut valider ou non ces hypothèses. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, un autre des principes, hein, ça fait partie aussi des principes de l'agilité, les logiciels opérationnels. Hein, donc, quand on veut, en fin de cycle, avoir des choses qui fonctionnent pour qu'ils soient utilisables par ses utilisateurs. Notamment par rapport à ça, on avait là récemment dans l'équipe, une des équipes que j'accompagne, on avait fait des maquettes qu'on avait fait. Donc en fait, des maquettes finalement, on avait fait
la partie hypothèse, voilà, on était allé voir les gens sur leur terrain pour faire une refonte d'un outil. On avait des maquettes, on a fait valider les maquettes. Ok. Une fois qu'on on est arrivé à la livraison, 2 mois plus tard, finalement, les clients ont fait le feedback. Il y avait une pop-in. Donc une pop-in, alors c'est pas une pop-up. En gros, c'est une page qui s'ouvre dans la page, mais sans sortir de la page. J'espère que vous avez suivi. Et donc cette page, elle ne prenait pas finalement tout l'espace disponible. Et le feedback, ça se voyait pas dans les maquettes, parce que les maquettes, on n'avait pas imaginé des tailles d'écran différentes. Ben, en fait, on ne voyait pas le bouton valider. C'est un peu bête, mais finalement, les utilisateurs, quand ils l'ont eu dans les mains, ils ont dit bah, c'est pas pratique. Là, avoir une réduction de la taille de l'image, en fait, ça aurait été plus simple de la sortir et d'avoir tout l'écran qui soit pris, parce que ça me permet de tout voir. Et donc ça, il n'y a qu'au moment où on l'a livré qu'on l'a appris. On ne l'a pas appris pourtant, enfin, c'est ce que je vous dis, on a fait des maquettes, on a fait des tests, on leur a présenté des maquettes cliquables. Enfin, pour moi, on a déjà fait beaucoup de choses pour essayer de limiter au maximum le retravail, et pourtant, on en a eu. Donc, il n'y a bien que la livraison qui a réelle mesure d'avancement de si on sait ou pas, si on va dans la bonne direction. Donc, une fois qu'on est arrivé à cette livraison, finalement, donc, comme je vous disais, on a validé ou non ces hypothèses. Normalement, on a appris des choses. On a fait, en fait, pour moi, ce que j'appelle une boucle d'apprentissage. La question suivante, c'est quelle est la boucle, finalement, quel est le bon rythme pour faire cette boucle d'apprentissage. En fait, pour moi, la bonne fréquence de mise à jour de ces indicateurs, parce que quand on met à jour ces indicateurs, généralement, c'est qu'on a des nouvelles informations. C'est à ce moment-là qu'on se procure une occasion d'apprendre. Un bon indicateur, on va le voir juste après, ça va être quelque chose qui a un objectif. Donc, à chaque fois, si vous mettez un objectif, vous allez vous dire, est-ce que quand je mets à jour mon indicateur, j'ai atteint mon objectif? Si oui, je peux célébrer. Sinon, pourquoi? Et donc, à chaque fois, finalement, que vous avez la possibilité de mettre à jour vos indicateurs, vous allez apprendre. Donc, pour moi, la bonne fréquence, finalement, pour faire cette boucle d'apprentissage, c'est la plus haute fréquence, en fait, possible. Alors, des fois, on peut mettre à jour certains indicateurs qu'une fois tous les 6 mois, mais c'est là, dans ce cas-là, on va essayer d'en chercher d'autres qui nous permettront d'apprendre sur d'autres sujets. Si on va faire des interviews clients de manière régulière, finalement, à chaque fois qu'on fait une interview, on va pouvoir mettre à jour son indicateur de satisfaction client, et donc on aura une occasion d'apprendre. Et donc, je vous disais notamment, donc après sur la représentation, qu'est-ce que ça donne? Ça pourrait donner quelque chose comme ça. Donc là, à gauche, vous avez l'historique de mesures sur la satisfaction client. Et à droite, alors c'était sur le mois précédent, mais on va dire le mois en cours. Donc là, on est dans le mois en cours, et à gauche, on est dans l'historique. Donc quand on va faire, comment on obtient l'historique? Finalement, on va faire la moyenne du mois en cours. Donc là, c'est sur la satisfaction client. Ce que je conseille, moi, à mes équipes, c'est voilà, comment on multiplie ces moments d'apprentissage. Et en fait, ça va être de faire des interviews. Donc si on est sur une équipe un peu moins d'une dizaine de personnes, c'est que chacun va faire une interview par jour, en fait. Une personne de l'équipe va faire une interview. Comme ça, on est confronté, on va sur le terrain. Vous vous souvenez, vérification des hypothèses. On va sur le terrain, on va valider voilà, on va faire une voix du client, on va avoir un certain nombre de mesures, de verbatim, et donc on va pouvoir, si on se met une cible, par exemple, l'équipe se met une cible à 9, se dire, ah là, le premier jour du mois, on n'avait pas atteint la cible. Pourquoi on n'a pas atteint la cible? C'est l'occasion de se poser la question. Il y a diverses raisons. Des fois, ça vaut le coup de creuser, des fois, ça ne vaut pas le coup. Donc là, c'est un peu à la discrétion finalement de l'équipe, mais au moins, le fait de se poser la question et de faire plusieurs pourquoi, ça permet des fois de creuser et d'aller jusqu'à une cause racine. Et ensuite, quand on est plutôt en vert, là, on peut célébrer collectivement, parce que c'est aussi important de célébrer ses victoires pour le moral de l'équipe. Une autre manière de faire, donc là, on est plutôt sur du stock. Alors, pourquoi on va chercher à réduire son stock? Parce qu'en fait, le stock, donc on est en stock de demande, c'est-à-dire c'est un peu le backlog. C'est, imaginez dans Jira, voilà, vous avez 15 ou 20 demandes. Finalement, ça serait représenté, on pourrait le représenter comme ça aussi.
Donc là, l'équipe cherche à être à moins de 20 demandes. On serait, par exemple, là, on serait plutôt dans une équipe support. C'est généralement le genre de représentation qu'on peut avoir. Parce que plus ils ont de stock, plus, en fait, ça veut dire qu'ils ne se sont pas capables de traiter le nouveau afflux de demandes. En gros, c'est-à-dire que les nouvelles demandes, elles vont avoir du délai. Si jamais ils faisaient que du FIFO, et ben, ils seraient obligés, ils auraient un certain délai avant de pouvoir traiter les nouvelles demandes qui arrivent. En gros, ils auraient une file d'attente, si vous voulez, un peu comme chez le médecin, ils auraient une file d'attente avant de pouvoir traiter le nouveau patient. Donc, à chaque fois, ils sont en retard. Et ça, c'est généralement des choses que les clients n'apprécient pas trop. Donc ça, c'est pour la suite des indicateurs de performance. Et aussi, on peut faire des projections. Ça, normalement, les agilistes connaissent bien. Que ce soit en valeur métier ou en story point. Donc, on va en fait on va représenter son objectif, c'est-à-dire qu'on aura, si vous vous souvenez, avec la partie WSJF ou story point, priorisation, donc business point, on va mettre, si on a chiffré tout un périmètre, on aura finalement un total de points à atteindre. Ensuite, moi j'aime bien en tout cas représenter le 80% du total, parce que souvent on dit qu'en valeur business, quand on a fait 80% du produit, finalement les 20% restants sont les plus compliqués, ce qui coûte le plus. Donc c'est là où on va chercher peut-être à pivoter, à chercher des nouvelles opportunités pour rebondir et de nouveau avoir une courbe qui soit assez forte, peut-être pas exponentielle parce que c'est pas toujours possible, mais dans l'idée c'est un peu ça. Généralement, ce que ça veut dire, c'est que les dernières étapes finalement de notre produit, on va peut-être les laisser tomber. Là, ce que vous voyez, donc ce total, il a augmenté, donc ça veut dire qu'on a élargi le périmètre, parce que ça veut dire qu'on a rajouté des choses. Et ensuite, après, à chaque itération, à chaque cycle, on a mis à jour finalement la valeur métier livrée. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire une projection. Donc on se dit, voilà, si on garde la moyenne des 3 dernières itérations, la moyenne glissante des 3 dernières itérations, la tendance serait de temps. Okay, et donc, où est-ce qu'elle coupe le total? Et quand on regarde sur la partie finalement à l'horizontale, on pourrait voir finalement à quelle itération on pense finir. Donc, on pense livrer tout le périmètre. Si on peut mettre ensuite, pour avoir plutôt un cône d'incertitude et se dire, en fait, ça, c'est qu'une estimation. Ça n'a rien de probant. Ça, faut s'en servir pour piloter, mais il ne faut pas s'en servir comme argent coûtant. Et donc là, on va mettre plus ou moins 10%, ou à la limite le pourcentage d'incertitude que vous voulez, pour se laisser un peu de marge au cas où. Et donc là, moi, j'ai mis 10%. Donc on voit que si on est optimiste, on arrive une itération avant, et si on est pessimiste, une après. Donc ça, c'était pour suivre sa progression. Et donc d'une boucle à l'autre, finalement, comment on devient meilleur, sachant que, comme on l'avait dit, la valeur est bien subjective. Donc moi, ce que je vous propose, c'est ce qu'on vient de voir. Finalement, c'était un peu cette boucle d'apprentissage. C'est qu'on va chercher donc en résumé, on va chercher à émettre des hypothèses pour construire ces canaux de remontée de feedback verbatim client. Ensuite, on va définir ses priorités donc pour pouvoir choisir dans quel ordre on va faire les choses. Ensuite, on va continuer en définissant ses cibles, en fait, ses indicateurs mesurables, pour pouvoir garder son cap, donc piloter. On va réaliser et on va, une fois qu'on a réalisé, qu'on a livré, on va observer pour pouvoir mettre à jour ces indicateurs et faire son check, son contrôle, son point d'étape sur la validation de ces hypothèses. Et en fonction de ce qu'on observe par rapport à les hypothèses qu'on a émises, on va finalement en tirer un certain nombre d'apprentissages et on pourra s'améliorer. Et donc, je vais terminer par une petite citation qui me tient à cœur. Donc, quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent à nulle part. C'est de Henry Kissinger. Et moi, ce que je vous propose, c'est que, c'est que mesurer, c'est se construire un chemin. Alors, du coup, je vous propose de faire un petit Mentimeter pour savoir ce que vous en pensez de cette session. Je vous laisse 2 minutes. Je vous laisse. C'est vrai qu'il faut que je vous laisse d'abord du temps pour flasher le code.
Vous avez juste à mettre des mots qui vous viennent. C'est ce que vous retenez en fait de la session. Hop. Ah bah du coup. Et ok. Alors bon, je vous propose de passer aux questions. Hop. Et je vous ai mis le QR code du rôti, si jamais vous voulez faire un rôti, pendant que je prends les questions, s'il y en a. 27. C'est lequel? C'est celui-là? Non. Question. Ah, c'est bon. C'est par rapport justement, parce que je travaille beaucoup en ce moment justement sur la satisfaction des utilisateurs pour les squads d'une tribu. Et c'est vrai que ce que j'entends, c'est que nos clients, qu'ils soient gestionnaires ou conseillers, etc., ouais. On les abreuve de questionnaires. Enfin, maintenant, les feedbacks clients, nous-mêmes, personnellement, de notre banque, de notre fournisseur, enfin bon, bref, on en a plein. Et c'est vrai que c'est ce qu'on entend beaucoup maintenant, c'est que les clients, au bout d'un moment, ils en ont. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, ce que j'entends aussi des clients, au niveau du délai, comment on vous livre, etc., ils sont gentils, parce qu'ils font partie de la boîte aussi, enfin, au moins ceux qui sont internes, et ils vont dire, jusqu'à présent, on est content, nous. Bon, après, comme je dis aux équipes, il faut creuser si on veut s'améliorer. Mais voilà, comment faire quand y a beaucoup de questionnaires maintenant, parce qu'ils peuvent être abreuvés par une squad, par une autre, etc. Enfin, voilà. Et ça fait beaucoup, je trouve. En fait, pour moi, dans ces cas-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement venir en interview. C'est la voix du client. Finalement, casse l'aspect questionnaire froid où voilà, j'en reçois plein, je ne veux pas répondre en fait. Et donc là, comme on sollicite la personne, pour l'instant, j'ai personne qui m'a dit ah non, mais ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps. Moi, je commence par contacter les gens par chat. Donc pour les clients internes, je leur demande voilà, nous, on cherche à s'améliorer. Et donc, on aimerait bien avoir ta satisfaction sur tel élément, très précis. Et donc, comme c'est très précis, les gens, généralement, je prends des choses qui viennent d'être livrées ou qui viennent, un service qui vient d'être rendu. Donc, c'est concret pour eux, en fait. Et les personnes savent donner leur avis sur quelque chose qu'ils viennent d'avoir, quoi. Et pour l'instant, comme c'est un peu les premières fois qu'il y a ça, eux, ils sont plutôt contents d'avoir ces interviews et qu'on s'intéresse à eux. Parce que là, en l'occurrence, chez eux, c'est des équipes. Dans les deux cas, c'est des gens finalement à qui on n'a pas tant demandé encore. C'est pas la culture du feedback client n'est pas encore développée. Donc, les gens ont l'impression qu'on s'intéresse à eux, et ce qui est le cas d'ailleurs. Et donc, ça leur fait plaisir pour l'instant qu'on échange. Mais vraiment, je trouve que la partie aller les voir concrètement, c'est ce qui va casser un peu cet effet. On a plein parce que là, il n'y en aura qu'un, c'est toi en fait. C'est ce qui se passe, mais c'est que le client, il reçoit aussi d'autres, même si c'est en présence, en face à face.
Il va recevoir aussi une spot parce que Ah oui. client. Ouais. Voilà, Ouais. Donc tu dis que les clients reçoivent aussi d'autres squads. Ok. Bah, dans ce cas-là, normalement, c'est est-ce que lui il le fait, et donc s'il le fait, en fait, il pourra avoir de l'empathie sur le fait de se dire, bah, en fait, moi aussi j'en ai besoin, donc je comprends qu'on me prenne mon temps pour faire ça. Après, oui, effectivement, il faut essayer de voir au niveau de fréquence. Et moi, ce que je conseille entre deux interviews, c'est qu'on ait apporté des améliorations. On ne va pas voir quelqu'un 2 fois sans avoir rien changé. Ça, c'est terrible parce qu'en termes de niveau de confiance, la personne va se dire mais ça ne sert à rien qu'on me pose des questions. Enfin, on arrête, quoi. Alors, j'en ai une en ligne de Benoît. Est-ce que vous utilisez aussi les tests AB? Si oui, à quelle fréquence et de quelle manière? Pour l'instant, non. J'aimerais bien. Non, pour l'instant, on ne s'en sert pas. On va peut-être essayer de le faire sur la partie maquettage. Du coup, là, en l'occurrence, ça serait sur un salon. On espère... enfin, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de montrer donc les tests AB, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est montrer 2 interfaces généralement ou 2 fonctionnalités affichées de manière différente ou carrément 2 fonctionnalités différentes pour faire la même chose. Donc, ça permet de savoir finalement d'observer un peu qu'est-ce qui est préféré par les utilisateurs. Est-ce qu'ils préfèrent justement la méthode A ou la méthode B pour ensuite valider. Je sais que les GAFAM s'en servent beaucoup. Hein. C'est pour ça que des fois, on n'a pas les mêmes interfaces entre 2 personnes qui sont à côté avec des postes avec les mêmes configurations. Ça leur permet d'énormément apprendre. Après, ils arrivent à les automatiser. Moi, pour l'instant, techniquement, je n'ai aucune idée comment ça se passe. Merci à vous. Merci. Bonne journée.